Bonjour, bienvenue à toutes et à tous. Merci, Amit Vesberger, d'être avec nous pour échanger autour de votre roman Le profil de Galatée, en lice pour le prix du roman Sésame. Un roman qui est paru aux éditions Velvet, dont vous nous direz peut-être quelques mots au cours de cet échange, paru en 2022. Un roman très court, à la fois caustique, euh, poétique, métaphorique, dont le personnage principal est un artiste sculpteur pardon, qui va décider de quitter la ville pour la campagne et devenir berger dans le Cantal pour ainsi mener une vie proche de la nature. Il y vit seul et il va vouloir bien, faire une rencontre amoureuse. Et pour ce faire, il va s'inscrire sur un site de rencontre, ecolove.club, sur une suggestion de Carole, son ex-compagne, qui est restée son amie. Et ce site de rencontre, eh bien, c'est un site de rencontre écologique. Alors, Amit, vous avez signé de très nombreuses nouvelles, des livres pour la jeunesse, de la poésie en Israël, votre pays natal. Et Le profil de Galatée est le deuxième roman que vous publiez en France. C'est un roman que vous avez écrit dans votre langue maternelle, l'hébreu, et dont vous avez vous-même assuré la traduction en français. Pourriez-vous nous parler de cette expérience qu'on imagine tout à fait subtile, se traduire soi-même? Oui, bonjour tout le monde, bon midi. Et j'ai écrit en hébreu parce que c'est ma langue natale. Je peux écrire en français, je peux écrire des emails, des choses assez simples, voilà. Mais pour la littérature, il faut absolument que je passe par ma langue maternelle pour que ce soit fluide et pour que ce soit artistique, etc. Et puis, comme ça fait quand même 20 ans que je vis en France. Je lis en français, je comprends tout à fait bien le français et donc je peux traduire d'hébreu en français, et plus ou moins parce qu'il faut quand même que, comme j'écris avec beaucoup de fautes, des fois ils sont rigolotes, mais ça va pas pour un livre. Et du coup, dans le cas de profil de Galatée, par exemple, c'est une correctrice qui a tout, voilà, qui a lu ma traduction en hébreu et qui a tout corrigé. C'était une sorte de réécriture et pour avoir la version française. Très bien. C'est un roman que vous avez d'emblée choisi d'écrire à la première personne. Oui, oui. C'était le plus naturel, le plus simple aussi pour rentrer vraiment dans la tête du personnage, pour qu'on a l'impression qu'on est vraiment intime avec ces personnages. Ce personnage, il est touchant parce qu'il est authentique, parce qu'il est tout nu devant nous. Et donc, c'est comme s'il écrit à lui-même, mais en fait, c'est une confidence aussi pour les lecteurs et les lectrices. Mm. D'ailleurs, il me semble qu'on ne connaît pas son prénom. Non, on ne connaît pas son prénom, on connaît que son pseudonyme qu'il utilise pour le site de rencontre. Et voilà, à un moment donné, je me suis demandé, est-ce qu'il faut que je lui donne un prénom? Et finalement, j'aimais bien de laisser ça en mystère. Voilà, on ne sait pas vraiment qui est ce personnage. Et en fait, la question de qui suis-je revient toujours au long du récit, parce que dans le site des rencontres, il faut écrire son profil. Et la question est qui suis-je? Voilà, donc ce personnage décrit beaucoup qui il est, mais chaque fois, il veut donner une autre image, une autre impression de lui-même vis-à-vis aux autres inscrits dans ces sites, donc les femmes qu'il courtise, qu'il drague, pour dire ça cash. Mais en fait, on ne connaît pas son vrai nom, et peut-être qu'il ne connaît pas vraiment son vrai nom. Et Mmh, on va dire mmh. métaphoriquement parlant.
Et alors, c'est votre première incursion, c'est votre premier roman, Le Profil de Galatée, pour adultes en tous les cas, puisque vous avez donc publié, écrit pour la jeunesse. Est-ce qu'à l'origine de ce texte, vous songiez depuis longtemps à une sorte de relecture du mythe grec de Pygmalion et de Galatée ou pas du tout? Et pas du tout. Je me laisse surprendre par les choses quand elles viennent dans l'écriture. C'est-à-dire que quand je me suis assis pour écrire cette histoire, je n'avais pas vraiment l'idée et défini où ça va aller. Donc, le mythe de Pygmalion et Galatée, et que si les gens ne le connaissent pas, je vais le dire juste à trois mots. Absolument. Pygmalion était un roi qui était sculpteur aussi, et il avait une sorte de méfiance, une méprise, pardon, pour les femmes. Il n'aimait pas les femmes et il a créé une statue de la femme idéale, selon lui. Et il est tellement idéal, il lui plaisait tellement qu'il a tombé amoureux. Du coup, il a tombé amoureux de sa propre création. Voilà, ça c'est pour résumer un petit peu. Et c'est vrai que mon histoire fait allusion à cette mythologie, à cette mythos, et ça met dans un contexte donc moderne et numérique. Donc ici, on a un sculpteur qui crée une femme idéale, mais pas dans la matière, pas en pierre, mais numériquement dans ce site de rencontre. Et voilà, donc il y a un peu un aller-retour entre la réalité de nos jours et cette histoire mythologique. Hmm. Mais je j'ai pas programmé ça quand j'ai commencé d'écrire. Je ne savais pas que ça va aller là-bas. D'accord. Vous aviez, est-ce que vous aviez déjà la fin au début de l'écriture? Comment fonctionnez-vous? Est-ce que vous travaillez à partir d'un plan bien établi ou vous vous laissez guider par vos personnages qui peuvent parfois d'ailleurs, qui ont pu parfois vous échapper peut-être? Et donc, dans le cas du profil des Galatées, j'avais même pas l'idée d'écrire un roman. J'avais juste cette idée d'un personnage qui est un peu obsédé et qui devient un peu addict dans une site de rencontres. Je me suis lancé. Je pensais que je vais écrire une nouvelle, une histoire courte qui va d'une dizaine de pages. Et je me suis fait emporter par les événements, voilà. Et du coup, ça est devenu un petit roman. Et je ne savais pas, j'avais une idée d'un fin, mais, mais finalement, je me suis fait surpris par un autre fin. Voilà, c'était pas la fin de ce livre, c'est pas le fin que j'ai prévu quand j'ai commencé d'écrire. Hmm. Très bien. Et c'est un roman dont l'intrigue se situe à la période des confinements et des restrictions que nous avons connues il y a 4 ans. Est-ce que cet épisode inédit a été pour vous propice à l'écriture et à la création ou pas du tout? Et alors, oui, tout à fait. Et c'est pas du tout un hasard que j'ai écrit ce livre pendant le confinement, pendant la période Covid. Et pendant une rencontre avec des lecteurs, il y avait quelqu'un qui a fait, une personne qui a fait la réflexion. Je ne l'ai pas fait avant, mais il avait tout à fait raison. Elle avait tout à fait raison. Et dans ce livre, il y a trois niveaux des confinements. Il y a déjà le personnage qui décide s'isoler dans la campagne en Cantal, donc dans la montagne, dans un endroit très paumé. Et c'est le premier niveau de confinement, si on veut, et il fait ça de sa propre volonté. La deuxième niveau d'isolement, de confinement, c'est la situation donc politique et, et voilà, c'est le période, ça se passe pendant les jours de Covid, quand tout le monde sont obligés de rester chez soi. Et la troisième niveau de confinement, pour rajouter une couche en plus, si on veut, c'est la météo.
Mais je ne vais pas gâcher le livre, l'intrigue pour ceux qui n'ont pas encore lu, mais vous allez voir qu'aussi au niveau des météos, il y avait un confinement était imposé. Et moi-même, pendant que j'écris cette histoire, et j'étais donc confiné comme tout le monde à cause du Covid, chez moi, dans ma petite maison. Et en plus, comme j'habitais sur une île, l'île des Béoires, qui se trouve au milieu de la Loire, et c'est pas loin des Angers, et c'était pendant une inondation. Donc, l'inondation, la Loire s'inondait, comme ça arrive souvent dans cette région. Et je ne pouvais pas sortir de mon village à part avec un canoë, si vraiment je voulais. Donc pendant 10 jours, j'étais assiégé, si on peut dire, dans ma chambre, dans ma maison. Et j'avais pas grand-chose à faire. C'était très propice, au fait, pour l'écriture. Et c'est vrai que l'épisode là que vous venez de citer dans votre roman, ça va être un point de bascule. Voilà, enfin, c'est comme ça que je l'ai ressenti. Alors, je rappelle juste, parce que je ne l'ai pas dit, excusez-moi, Annick, avant de poursuivre, je rappelle juste aux internautes présentes et présents qu'il vous est tout à fait possible de poser vos questions à Amit, ou voilà, de partager un sentiment, une impression de lecture avec nous. Pour ce faire, je vous invite à passer par dans le bas de votre écran, vous trouverez donc les questions-réponses. Et c'est donc Jordan qui sera à la technique pour nous faire passer vos questions. Alors, votre personnage, Amit, au départ, il va tenir à distance ce site et son ordinateur, tout simplement. Et il va se faire dépasser, c'est-à-dire qu'il va, lui qui menait une vie si proche de la nature, et ben, va se faire dépasser, voilà, va devenir addict au surf sur le net. Pensez-vous, enfin, aviez-vous anticipé cela ou pas du tout? Et est-ce que vous vouliez, par ce biais-là, entamer une sorte de réflexion sur notre monde hyper connecté qui parfois nous éloigne de ce qui est pourtant tout proche de nous? Oui, et oui, oui, c'était voulu. C'est comme vous dites, finalement, un des sujets principaux du récit, c'est le décalage entre la réalité et la réalité virtuelle, entre un monde virtuel et un monde réel. Et pour accentuer ce décalage, le personnage vit en pleine nature. Il a aussi des animaux, des chèvres et des chiens et des poules et des canards à s'en occuper. Et donc, d'un côté, il est ancré dans la terre, dans la montagne avec ses animaux, la météo, etc., toutes les choses réelles. Et puis, d'autre côté, il est happé par ces sites. Ça le dépasse complètement. Quand il commence l'aventure, quand il s'inscrit sur le site, il ne sait pas où ça va l'amener, mais, mais ça l'amène dans une réalité parallèle et et du coup, il y a une sorte de conflit, si on veut, entre ce qui se passe dans la réalité et ce qui se passe quand il est devant son écran. Il a l'impression de vivre beaucoup de choses, et c'est souvent le cas quand on est sur Internet et surtout dans un site de rencontre où on touche la chose la plus sensible peut-être, et voilà, l'amour, notre envie d'amour, notre besoin d'amour, notre envie de rencontrer les sœurs âmes, etc. Donc, quand il est devant l'ordinateur, devant tous ces profils de femmes qu'il est en train de rencontrer, il peut même tomber amoureux, mais finalement, il est toute seule dans sa ferme, un Cantal, devant un écran. Mm, Voilà. mm, Donc, c'est ce mm. décalage-là qui était pour moi important, intéressant à développer. Et bien sûr, comme c'est un roman, je suis allé un petit peu à l'extrême pour accentuer cette situation jusqu'à qu'elle devienne à la fois dramatique, mais aussi drôlatique. Voilà. Vous-même, vous tenez à distance
les réseaux sociaux. Quel rapport entretenez-vous à ces réseaux-là? Pardon, j'étais happé par moi-même, par quelque chose qui se passait sur Oui, l'écran, une petite question qui est arrivée en texto, et du coup, j'ai pas écouté la réalité. Le message est, pas de problème. Juste, je voulais en profiter pour vous demander quel rapport vous entretenez vous-même avec les réseaux sociaux. oui. Et donc, je suis un homme de nos jours. Je ne peux pas, voilà, je suis avec vous, par exemple, pour parler de mon livre. Je suis connecté. J'ai mon ordinateur, j'ai ma petite caméra webcam. Et j'ai mon téléphone portable, même s'il n'y a pas d'Internet là-dessus, mais je suis quand même, je vais souvent sur Internet, bien sûr. Par contre, j'ai fait dans ma vie personnelle, parce que la question était sur ma vie personnelle, si j'ai bien compris, mon rapport avec Internet, j'ai décidé, par exemple, de couper tout ce qui n'était pas absolument nécessaire. Donc, j'avais un compte Facebook il y a quelques années, je le fermais. J'ai choisi de ne pas avoir un smartphone pour ne pas avoir Internet tout le temps. Donc, j'essaie quand même de modérer, de mesurer mon rapport avec ça et pour justement ne pas être trop happé par cette réalité virtuelle. Donc, je les garde pour les choses qui sont absolument nécessaires. Par exemple, j'ai une famille en Israël que je ne le vois pas souvent, malheureusement. Donc, et ces dernières années, et aussi grâce au Covid, j'ai découvert donc le Zoom, etc. Donc, je parle souvent avec les membres de ma famille et mes amis par Internet, par visio, par exemple. Mm. Voilà. Mais je suis pas du tout 24 heures sur 24 heures. Mais je suis un peu. Oui, et mes enfants, par exemple, vont me rapprocher souvent que je suis un peu trop primitif par rapport à dans mon fonctionnement numérique et informatique. Voilà. J'ai pas de WhatsApp, par exemple, ce qui Ah, complique beaucoup ma communication avec le monde. Oui. vous n'êtes pas tombé dans la frénésie qu'a votre personnage principal, ça c'est sûr. Il y a un autre personnage dans votre roman dont j'aimerais qu'on parle, c'est celui de Carole. Oui, C'est une amie, Carole. mais alors qui est une ex-compagne, une amie, mais plus qu'une amie aussi. Voilà, il y a une relation ambiguë là. Donc, Mhm. pourriez-vous nous parler de la création de ce personnage? Oui, avec plaisir. Donc, Carole, c'est un bel exemple pour vous un peu parler de comment j'écris, parce que Carole était une personnage secondaire au départ. Je ne savais pas du tout qu'elle va prendre la place qu'elle a pris finalement. Je voulais juste parler de l'ex de héros qui lui donnait cette piste-là, parce que c'est elle qui le conseille de s'inscrire sur le site de rencontre. Et je trouvais que c'est marrant qu'une ex conseille à son ex à s'inscrire à un site de rencontre. C'est-à-dire qu'il y a quand même une empathie entre eux, une amitié sincère. Voilà, il n'y a pas d'ambiguïté. Il peut être ex et en même temps, elle peut l'aider de trouver sa prochaine compagne. Et petit à petit, en fait, Carole a pris plus de place. Elle avait sa propre caractère et on le découvre avec des flashbacks sur leur vie intime avant la rupture et puis elle est présente du début jusqu'à la fin. Hmm, j'ai pas pensé à une personne en particulier. C'est c'est une femme que je peux dire que j'aime. La personnage de Carole, c'est une femme qui m'inspire, son caractère, sa liberté du penser. Et c'est une personnage très libre, très authentique, atypique. D'ailleurs, dans sa famille, vis-à-vis de sa famille, elle est un peu le mouton noir du troupeau. Donc, voilà, en même temps, il est rebelle, mais en même temps, il est très sensible. Et voilà, c'est un personnage complexe. Mm. Complexe et somme toute antinomique
avec votre personnage principal? Elle est pétillante, elle est dépensière, elle change d'avis comme de chemise. Enfin, les opposés s'attirent. Sans doute, c'était ça peut-être le message, mais c'est un personnage qui fait le contrepoint un peu de votre personnage principal, hein. Oui, elle est là un petit peu pour secouer, le secouer Mm, parce que ce personnage, le personnage principal, il peut avoir le défaut d'être un peu borné, d'être un peu mm, pédant, un peu, non, je ne sais pas si mm, pédant c'est le mot, mais mm, il a ce côté obsessionnel avec sa vie écologique dans la montagne, avec cette addiction voilà. Et Carole est là un petit peu avec sa joie de vie, avec sa façon mm, très, très authentique de voir les choses. Et là, elle est là un petit peu pour le ramener finalement à la réalité, quoi. Si on a parlé mm, mm, tout à l'heure des réalités réelles et du réalité virtuelle, Carole, elle est un petit peu là pour ramener son ex-copain à la réalité réelle. mm. Y a-t-il un passage que vous avez particulièrement aimé écrire, Amit? Et est-ce qu'il y avait un passage que j'ai particulièrement aimé écrire? Et oui, je peux parler de certains passages. En même temps, j'hésite encore une fois, pour ne pas gâcher pour ceux qui n'ont pas lu le livre encore. Mais ce que j'aime, je vais parler en façon un petit peu plus générale. Ce que j'aime bien dans mon procédure d'écriture, c'est qu'arrive quelque chose qui me surprend, quelque chose que je n'ai pas prévu, et je suis un peu, voilà, mes doigts tapent sur le clavier et je me suis fait un peu transporter, entre guillemets. Et dans ce livre-là, vers la fin, il y a une rencontre et un dialogue avec un personnage qui n'était pas du tout prévu. C'est le voisin. C'est un vieux, c'est un vieux monsieur, un paysan, et qui n'était pas du tout prévu dans cette pièce de théâtre, si on peut le dire, et qui tout d'un coup apparaît de chair et à os dans la maison, dans le salon des héros. Il se passe quelque chose voilà, humain. Voilà, je vais dire ça. Pour ne pas rentrer dans le détail, il se passe quelque chose d'humain et j'étais touché par cette humanité et dans cette rencontre qui n'était pas du tout prévue. Donc j'ai beaucoup aimé d'écrire ce petit dialogue-là et d'écrire ce personnage de Roger, le vieux paysan, le vieux paysan seul, qu'il est très seul. Si ce livre parle de solitude, Mm. alors la personne qui est vraiment seule, c'est pas les héros, qui a quand même son ex, qui a quand même sa famille, etc. Mais la vraie solitude est incarnée par le personnage secondaire des Roger, le vieux paysan. Et c'était un plaisir de décrire ce personnage. Et c'est un personnage que vous avez rencontré, Et oui et non, Roger, parce que existe-t-il? oui Oui, et non? non, parce que comme Carole et comme les héros lui-même, ces personnages n'existaient pas vraiment. Ils sont tous inspirés, leurs personnages sont inspirés des personnes que j'ai rencontrées, mais pas réellement. Voilà, pour créer un personnage, je vais prendre un petit peu de celui-là, un petit peu de celui-là, je vais faire un petit mix, un peu aussi mon imagination. Donc, je ne peux pas dire que Roger existe en vérité. Il existe, c'est un archétype. Il existe dans le stock des personnages. Voilà, quelque part suspendu Alors, dans l'air. le profil de Galatée, est-ce vous qui avez choisi le titre? Généralement, c'est plutôt l'apanage de l'éditeur, mais voilà, l'auteur a également son mot à dire et c'est un titre qui s'est imposé d'emblée. Et oui, et c'est moi qui ai choisi le titre et, et dans ce cas, et l'éditeur, il a accepté. C'est vrai que c'est pas toujours le cas, et même souvent, c'est le contraire. L'éditeur choisit sa propre titre, mais là, c'était assez une évidence. Voilà.
Et Et les d'ailleurs, éditions mon Velvet, édite, alors, Amit, pardon, 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 dites-moi, pardon. dites-moi, pardon, je vous Non, non, écoute. je disais juste par rapport au titre et éditeur, qui est mon prochain livre, peut-être vous voudriez parler, et Absolument, on va en parler. qui sera apparu pas également avec Velvet. Et là, par exemple, j'ai proposé un titre et, et ce sera sûrement autre chose finalement, parce que moi, j'ai proposé État d'âne et un livre qui sera inspiré d'un voyage que j'ai fait à pied pour traverser la France avec un âne, comme vous voyez peut-être dans la petite photo. Et, Absolument. mais voilà, ce sera sûrement un autre titre parce que l'éditeur trouvait que le jeu de mots, c'est pas forcément la meilleure chose à faire dans un titre d'un roman. Alors, ce sera un roman ou un carnet de voyage, un récit de voyage, du coup, ce prochain texte? C'est pas un carnet de voyage, c'est pas un récit de voyage, même si ça parle d'un voyage, et c'est inspiré donc d'un un vrai voyage que j'ai fait. Et pendant mon voyage avec l'âne, je traversais la France en diagonale un peu d'Angers jusqu'à la Méditerranée. Et pendant ce voyage, j'ai pris des notes, j'ai écrit un carnet de voyage, mais le livre, c'est un roman complètement romancier, et le personnage principal n'est pas moi, c'est pas autobiographique. Voilà. Très bien. Alors, Amit, je vous propose, on a des internautes, voilà, des spectateurs, spectatrices qui souhaitent vous poser des questions, donc je vais le faire pour eux. Avec J'ai plaisir. notamment une première question, alors, anonyme. Pour les besoins du livre, vous êtes-vous inscrit sur un site de rencontre, un site de rencontre, donc. Ah, je savais que cette question va venir. C'était absolument nécessaire. Et comme je suis une personne très sincère, je vais vous le dire sincèrement, oui. Et déjà, pour pouvoir écrire sur quelque chose, je dois faire l'expérience. Donc, je ne peux pas vraiment écrire sur quelque chose que je n'ai absolument pas vécu moi-même. Au moins un peu. Donc, je ne suis pas moi-même chèvrier non plus. Voilà, j'ai pas de chèvre, j'ai pas une ferme dans le Cantal. Je suis pas sculpteur non plus, mais je connais des sculpteurs. J'ai fleuré un petit peu avec ce monde-là et je connais des paysans. Je fleurais aussi un petit peu avec ce monde-là. Je faisais du woofing, etc., dans des fermes. J'ai fait la traite de chèvres moi-même, même si pas très longtemps, mais un petit peu, au moins pour avoir cette sensation dans la main, pour pouvoir décrire ça dans mon livre. Et pareil, donc, pour le site des rencontres. Et donc, pendant cette période Covid, où on était très isolés, etc., j'étais célibataire. Ce n'est plus le cas. Et, d'ailleurs, la femme de ma vie, je ne l'ai pas rencontrée dans une site de rencontre. Je l'ai- Mais j'étais inscrit dans une site de rencontre et, euh, et ça m'a permetté donc de vivre, de voir à quoi ça ressemble. Et c'est ça qui m'a donné l'idée d'écrire ce livre, même si je ne l'ai pas vécu du tout de la même façon que mon héros principal. Très bien. Alors, c'est Claudine Dorvaux qui vous demande, pouvez-vous nous dire pourquoi avez-vous choisi le Cantal? Et j'ai choisi le Cantal parce que j'aime beaucoup l'Auvergne. Et j'ai traversé d'ailleurs cette région quand j'ai fait mon grand voyage avec un âne. J'aime beaucoup l'Auvergne parce que c'est comme un pays dans un pays. Au milieu de la France, il existe quelque chose qui est relativement peu accessible et isolé et encore relativement sauvage. Donc, moi, je suis très attiré par ça, par la nature, par la silence, par la montagne. Et quand j'ai écrit l'histoire, je l'ai vécu en Maine-et-Loire, donc dans la vallée, et je ne savais pas encore que je vais finir, bon, pas finir, mais que je vais passer par le Cantal. Et finalement, mes deux derniers hivers, j'ai passé pas en Cantal, mais à côté, en Haute-Loire. Et donc voilà, j'aime beaucoup cette région, je le trouve magnifique.
j'aime les gens, j'aime les paysages. Donc c'était un peu une fantasme. Voilà, j'ai placé mon histoire dans une région que je voulais découvrir mieux, que je connaissais juste superficiellement ou pas assez. Et finalement, c'est après d'avoir écrit le livre que je me suis presque installé dans, au cœur de l'Auvergne. Très bien. Très bien. Je poursuis avec Isabelle. Alors, Isabelle qui a un doute, mais qui pose la question, pouvez-vous me confirmer... Oh là là, alors, c'est passé... euh, pouvez-vous me confirmer qu'il y a bien une scène de bain dans la rivière? Et si oui, pouvez-vous nous dire si vous avez voulu faire passer un message particulier? D'avance, merci. Alors, le bain dans Oui, la rivière, et pour préciser, le bain dans la rivière froide, tout à fait, c'est important. C'est important parce que c'est comme, si vous voulez, le symbole le plus évident qui me vient dans la tête, c'est le baptême chrétien. Et donc, l'eau est purifiant. Voilà, l'eau, elle a la qualité, déjà la qualité physique, on sait très bien, dénaturer, mais le nettoyage peut aller au-delà du physique, un nettoyage plutôt interne. Et ce personnage, avec tout ce qu'il a vécu pendant cette courte et intense aventure, quand il était inscrit sur le site des rencontres, le confinement, la météo, etc., etc., avait besoin, pour tourner la page, j'avais besoin, pour qu'il tourne la page, de lui faire tremper dans un bain froid. Voilà. Donc, pour ne pas dire plus, encore une fois, non. pour ne pas gâcher, et tout à fait, le bain froid. Et alors, j'ai dit l'eau, mais aussi le fait qu'elles sont froides, c'est un plus. Voilà, c'est pour un peu, voilà, ça aide pour tourner une page, quoi, pour revenir à un état plus lucide. Mm, Des fois, on a besoin d'un choc. Donc, par exemple, la tête est trop cogitée, c'est un petit peu comme une machine et la télé, par exemple, elle est allumée trop longtemps et elle se chauffe. Donc, mm, pour mm. refroidir, pour revenir à quelque chose de plus serein, et le bain froid peut être un très bon utile. Et là, encore une fois, je parle d'une expérience. Je suis moi-même un adepte des bains froides et je l'ai contaminé, mon héros, dans cette passion. Merci. Et Gaël vous demande pourquoi la taille de votre héros est importante. C'est vrai que c'est un détail qui revient, voilà, qui revient dans votre texte. Alors, la taille, je précise, peut-être je rappelle, 1,63 m, c'est ça? 1,63 m, oui, c'est un petit homme. C'est ça. C'est un petit homme. Pourquoi c'est important? Pourquoi il insiste là-dessus? Parce qu'on a, voilà, j'ai juste choisi ça comme physique pour mon héros, quelque chose qui lui plaît pas, quelque chose qui lui met en situation il a un complexe d'infériorité. Voilà. Il aurait aimé d'être plus grand, tout simplement. Et du coup, j'aurais pu aussi choisir une autre, entre guillemets, défaut physique. Mais il y a quelque chose, tout est soi-disant parfait, mais il y a quelque chose qui lui rappelle qu'il abaisse, qui lui rappelle qu'il est pas parfait. Et comme et ces défauts-là, ou entre guillemets défauts, parce qu'entre nous, c'est pas vraiment important, ça lui ramène un état des vulnérabilités. Voilà. Et du coup, vis-à-vis aux femmes qu'il qu'il drague, et d'ailleurs, il y en a une qui, ça lui plaît pas du tout, le fait qu'il est petit, et ça va gâcher le match entre eux. Donc, cette apparence physique, c'est quelque chose qui est complètement physique, qui est donné, qu'il n'a pas choisi,
Il peut rien, il ne peut pas négocier avec la nature. Il est petit, c'est comme ça. Tant qu'il n'accepte pas ça, il se passe des choses. Il est en conflit avec, voilà, avec sa physique, avec son apparence. D'ailleurs, avec son âge aussi. Il a du mal à accepter son âge. Et une fois, s'il va faire le pas d'accepter donc son âge, sa taille, son état physique, etc. S'il accepte lui-même comme il est, quelque chose d'autre va se passer. L'histoire va avancer. Tant qu'il n'accepte pas, l'histoire reste un peu bloquée. Il va être dans toutes sortes de situations un peu, voilà, on peut dire triste ou drôle. Ça dépend du point de vue. Et justement, l'humour que vous employez, ça vous permet aussi de créer une certaine distance. Enfin, voilà, c'est un style qui s'est imposé aussi de lui-même. Vous vouliez quelque chose d'un peu caustique, moqueur, sachant que votre personnage principal se moque beaucoup de lui-même également. Oui, le personnage principal se moque beaucoup de lui-même. C'est ce qu'on appelle la autodérision. C'est quelque chose qui est très important pour moi, aussi dans ma vie personnelle. Et je pense que le fait de pouvoir rigoler de soi-même ou rigoler, rire de la situation, ça amène beaucoup de légèreté et du coup beaucoup de sagesse finalement dans la vie. Quand on vit quelque chose de difficile, notamment le Covid, le confinement, la Mm, solitude, et la souffrance, la douleur, et l'humour est un des premiers utiles pour, voilà, pour survivre cette situation. Et donc, voilà, je voulais pas écrire une histoire qui soit moraliste, de dire, voilà, c'est pas bien de faire trop de l'Internet, c'est pas bien d'être addict, c'est pas bien ceci et cela. Je voulais que ce soit, voilà, déjà, je voulais que ce soit agréable à lire. Donc, il faut que ce soit drôle. Et comme le clown, quand on regarde le sujet de leur sketch, c'est des choses hyper lourdes des fois. Il s'agit des sujets les plus douloureux de la vie. Mais, mais voilà, et c'est ça d'ailleurs qui me fait rire, qu'il prend quelque chose de lourd, de difficile et qui l'amène à la légèreté. mm, mm. Et c'est très réussi. Merci. Je voulais également vous demander, je voulais vous demander, on arrive bientôt à la fin de cette interview, Amit. J'avais deux questions à vous poser. Je voulais vous demander voilà, quels sont les écrivains qui vous ont donné l'envie d'écrire. Alors, je sais que vous faites plein de choses à côté. Vous êtes un artiste complet, hein. Vous êtes comédien, musicien, danseur, etc. Mais voilà, je voulais vous demander quels écrivains vous avez donné l'envie d'écrire. Et deuxième question, si vous avez quelques coups de cœur de lecture récentes à partager avec nous. Oui, d'accord. Et je peux pas parler d'un écrivain qui m'a donné envie d'écrire spécifiquement en particulier ce livre-là, mais j'aime beaucoup la littérature yiddish, donc la littérature juive d'Europe de l'Est, dans la langue des Juifs d'Europe de l'Est, dans le yiddish, une langue qui est d'ailleurs quasiment ou presque morte, malheureusement. Et j'aime beaucoup, donc, pour citer juste deux ou trois, parmi eux, Isaac Bashevis Singer, qui a eu le prix Nobel dans les années 60. Isaac Bashevis Singer, il est excellent. Il y a quelques bonnes traductions en français. Je vous conseille en particulier Les magiciens de Lublin. Les magiciens de Lublin, je pense que c'est le titre en français. Et sinon, il y a Sholem Aleichem, qui est encore
un grand classique de la littérature yiddish. Là-bas, d'ailleurs, dans cette écriture-là, on trouve beaucoup de cet aspect de l'autodérision qu'on a évoqué tout à l'heure. Et je Mm. pense que, consciemment ou pas, et je suis quand même influencé par ce style. Voilà, par ce style d'écrivain qui est aussi quelque chose, en quelque part, mon héritage culturel, parce que je suis issu de cette culture, mes ancêtres, et vient de cette culture. Voilà. Et pour parler d'un quelque chose de plus récent, que j'ai lu récemment et que j'aime beaucoup, et je n'arrive pas à penser à un des livres que j'ai lu vraiment tout récemment, même si je lis tout le temps, j'ai un livre sous le coude. Mais là, je pense à Henri, Henri De Luca, un écrivain Mm. italien que j'aime beaucoup, qui a un style complètement différent du mien, quelque chose de beaucoup plus sobre et épuré, et pas très drôle, mais très poétique, très beau. Et Christian Bobin aussi, voilà, quand je pense à quelque chose de beau, poétique et très différent de mon style à moi. Ce sont des écrivains et Christian Bobin, j'ai découvert assez récemment et j'ai eu beaucoup de plaisir à les lire, même si c'est pas une lecture très très facile pour quelqu'un qui n'est pas francophone. Très bien, merci Amit. Et pour Merci. terminer, je vous propose une question d'Olivier qui vous demande à quand le prochain voyage d'Amit? Quand le prochain voyage, quand sera Oui. mon prochain voyage, Olivier? À quand votre prochain voyage? Et mon prochain voyage, je repars avec mon âne en mois de mai pour traverser une autre partie du Massif central, le sud du Massif central. Je vais faire le Marjaride, l'Aubrac et le Larzac. Voilà, c'est 30 ans, je vais être sur le chemin avec mon âne, de nouveau. Et Très bien, très bien. Nous arrivons à la fin de cette interview. Je vous remercie beaucoup, Amit. C'était passionnant de vous écouter, d'échanger avec vous. merci Et puis, beaucoup. je remercie également les spectateurs, spectatrices, spectateurs qui étaient avec nous ce midi, ainsi que Jordan, ma collègue, à la technique. Merci, Merci Jeanne. encore et bon après-midi à toutes et à tous. À Au revoir. bientôt. Merci, à bientôt. Au revoir.